m'appelle Sophia Magnoni d'Antignano, j'ai 42 ans et je travaille sur les questions des politiques publiques environnementales depuis une bonne vingtaine d'années maintenant. L'idée de ce livre, elle vient à la base de l'éditeur, ou plutôt de l'éditrice, qui monte une collection sur les idées fausses et qui m'a donc sollicité pour réaliser l'ouvrage sur les idées fausses en agriculture. Ce que j'ai fait, c'est que je suis partie du sujet que je connais aujourd'hui, puisque ça fait 7 ans que je travaille pour une fédération professionnelle agricole spécialisée sur l'agriculture biologique. Donc je suis partie des idées reçues sur l'agriculture biologique, notamment de l'idée principale qui serait de dire qu'on ne peut pas nourrir la population mondiale avec une agriculture qui se prive d'engrais chimiques et de pesticides chimiques. Donc je suis partie de cette idée reçue-là, et ça m'a permis de détricoter un peu le fil du produire plus pour nourrir plus, qui est un peu le mantra du monde agricole depuis longtemps, sur lequel on était quand même en train de revenir ces dernières années, mais on voit se mettre en place une résistance du monde agricole pour changer en fait d'idéal et de façon de voir les choses. Et donc j'ai détricoté cette idée de il faut de la chimie pour produire plus, il faut produire plus pour nourrir plus de monde, il faut nourrir plus de monde pour nourrir bien. Et donc est-ce que parce qu'on produit beaucoup, on nourrit bien la population? Et puis je me suis aussi intéressée à la question de la condition du monde agricole, comment se produire plus, il impacte les agriculteurs, que ce soit leurs revenus, est-ce que quand on produit plus, on gagne plus ou pas, mais que ce soit aussi leur qualité de vie et surtout leur reconnaissance, la place qu'ils ont dans la société. On est quand même passé d'une population qui était dominante, on est presque tous et toutes issus de familles agricoles, à une population qui est réduite à peau de chagrin aujourd'hui, qui représente une minorité dans la société et qui a un peu le devoir, l'obligation de nourrir toute la population, de la nourrir bien, sans causer d'impact négatif. Donc voilà, c'est un peu l'idée de cet ouvrage. Du coup, il se trouve que le livre, il était prévu avant les manifestations agricoles qui ont eu lieu fin de l'année dernière et début 2024. Mais il s'est quand même de facto inscrit en fait dans cette dynamique, et au fur et à mesure de l'écriture, ce que je trouvais intéressant pour moi, c'était aussi de tirer un peu les fils des ressorts de cette colère agricole, parce que la façon dont elle a été expliquée dans la presse, mais aussi par les syndicats, c'est comme une crise du revenu agricole. Alors que, si on regarde un peu les chiffres, et certains médias l'ont traité, cette crise, elle arrive après 2 années de hausse consécutive majeure du revenu agricole. Donc c'est assez marrant de constater qu'il y a des manifestations sans précédent qui ont lieu en France, mais qui ont lieu ailleurs en Europe, sur cette idée du travail pénible avec peu de revenus, alors qu'on est dans des années vraiment exceptionnelles de revenus. Ce qui permet aussi de dire que le revenu, c'est un peu le symptôme ou l'arbre qui cache la forêt, mais que le malaise agricole, il est plus profond. Il faut aussi souligner que les syndicats ont bien surfé sur cette vague de colère, mais qu'ils ne l'ont pas tant que ça maîtrisée. Ils l'ont récupérée, ils ont pu raconter leur histoire en s'appuyant sur cette colère, mais c'est une colère qui est quand même très ancrée sur le terrain et qui ne va pas s'arrêter tout de suite, qui a de fortes chances de continuer. Du coup, un peu ce détricotage de l'idée d'une colère liée au revenu agricole, cette colère, elle a permis aux syndicats en fait, de s'en prendre à leur principale cible depuis 5 ans, c'est-à-dire le Pacte vert européen, qui est la grande initiative de la Commission européenne sur les questions agricoles, qui visait à réduire les pesticides, les engrais, l'élevage industriel et développer l'agriculture biologique. Elle s'est déclinée dans de nombreuses directives depuis 5 ans, qui ont cristallisé la colère des syndicats parce que justement, elle vient s'attaquer à ce mythe du produire plus. Ce mythe du produire plus, c'était un peu la philosophie du monde agricole post-Seconde Guerre mondiale, puisque quand on a créé la politique agricole commune, on l'a créée sur l'idée qu'il fallait produire beaucoup pour nourrir à bas coût la population et sortir le monde agricole de la pauvreté. Il y a toujours eu ces 2 objectifs dans les politiques agricoles européennes. Et au fur et à mesure, en fait, cette politique agricole européenne, elle a changé. Elle a changé parce qu'elle s'est rendue compte que le produire plus à tout prix, en fait, avait eu de nombreux effets pervers, avec une crise de la surproduction, en fait, qui arrive très vite, une dizaine d'années après la mise en place de la PAC,
politique agricole commune du coup, et des effets délétères sur l'environnement avec l'usage massif d'engrais chimiques et de pesticides chimiques. Donc très rapidement, l'Europe a changé de braquet, mais sans vraiment changer la philosophie de cette politique agricole qui a toujours été finalement de soutenir le revenu des agriculteurs. C'est un peu le principe de cette politique européenne. Et depuis 15 ans, on voit arriver dans la politique européenne cette idée qu'il va falloir produire durablement et donc sans grever l'équilibre des ressources naturelles, sans porter atteinte à la biodiversité, à la qualité de l'eau, mais sans vraiment arriver à modifier en profondeur l'état d'esprit de cette politique. Et donc le pacte vert européen, il y a 5 ans, il arrive vraiment comme un vrai changement dans la philosophie de nos politiques européennes. Et tout de suite, les syndicats majoritaires agro-industriels, et notamment le COPA-COGECA, qui était présidé par la présidente de la FNSEA depuis 2020, s'élèvent contre cette politique en utilisant l'argumentation de, je ne vais pas dire de la famine, mais de la raréfaction de la denrée alimentaire, en disant en gros cette politique, elle va avoir un impact, elle va baisser notre productivité de 10%. Donc je dirais que les crises qui suivent, elles viennent comme une aubaine en fait pour cette histoire que veut raconter le syndicat agricole majoritaire, qui est de dire, vous voyez bien, en fait, on a un risque d'être en pénurie alimentaire. Un peu la mise en scène des gens qui se ruent sur les rayons de pâtes pendant le Covid a aidé à installer cette narrative selon laquelle on pourrait manquer à nouveau sur des produits alimentaires de base en France, en Europe, dans les années à venir, et de faire du pacte vert la cible de ce risque de pénurie agricole et alimentaire. Donc on est bien au cœur de cette idéologie du produire plus, il faut toujours produire plus, et donc il faut, pour produire plus, baisser à leur maximum les contraintes qui pèsent sur le monde agricole, et notamment les contraintes environnementales comme les engrais azotés et les pesticides de synthèse. Donc, les syndicats se sont engouffrés un peu dans cette brèche et ont réussi quand même assez bien à surfer sur cette colère agricole du début d'année. Mais je ne suis pas sûre que sur le terrain, la principale motivation, c'était je ne vais pas pouvoir utiliser de pesticides à horizon 2050, on va me réduire les phytos que j'ai le droit d'utiliser. Alors que quand on regarde, en fait, cette crise, elle est extrêmement protéiforme. Ça a notamment permis de mettre à jour le fait qu'il y a des inégalités très fortes entre les types de production, ce qu'on appelle les filières, mais aussi au sein d'une même production. On voit qu'on a des écarts de revenus très importants, mais on a aussi une capacité à gérer le risque qui va être très différente d'une ferme à l'autre et d'une production à l'autre. D'abord, une sensibilité au risque en fonction de là où on se trouve en France, mais aussi du système de production dans lequel on est. Et puis même un traitement vis-à-vis des politiques publiques qui n'est pas le même. Si on prend l'exemple de la filière porcine, les fermes porcines en Europe, ce sont parmi les plus grosses fermes, celles qui ont les plus gros revenus. C'est aussi vrai en France, puisqu'en fait la France et l'Allemagne sont les 2 pays qui ont le plus de très grandes fermes porcines. Et il y a 2 ans, la filière porcine, sous couvert d'une crise de l'exportation, puisque les marchés chinois se sont un peu refermés, ont bénéficié d'une aide exceptionnelle du gouvernement de plus de 200 millions d'euros. Et quand on regarde les chiffres du revenu de cette filière, c'est la filière qui a les plus gros revenus sur l'année 2022, et y compris le plus gros revenu disponible, c'est-à-dire ce qui reste une fois qu'on a remboursé les emprunts, les investissements. Donc on voit bien, cette crise, elle fait apparaître les grandes inégalités qu'il y a au sein des filières et entre les filières. Et elle montre aussi, je trouve, une forme de déconnexion entre les besoins du monde rural et de ce monde agricole et les besoins du monde urbain. Donc au-delà du sujet du revenu agricole, qui reste de toute façon une préoccupation, il y a quand même un éloignement qui s'est opéré entre la population et le monde agricole. Éloignement qui génère un isolement et en fait une forme de souffrance. Cet éloignement, il est multiple, c'est-à-dire que le monde urbain ne connaît pas et ne comprend pas la façon dont son alimentation est produite. Il ne comprend pas le métier d'agriculteur ou d'agricultrice, avec une image très contrastée, c'est-à-dire à la fois une forme de fantasme. Il y a un amour pour le monde agricole
qui est parfois un peu démesurée et qui relève un peu du fantasme du petit paysan, et en même temps une forme de détestation dans la cristallisation des impacts sanitaires et environnementaux du monde agricole. Donc il y a cette image très contrastée, ce manque de connaissance et de compréhension qui génère un éloignement. Et de son côté, le monde rural et notamment le monde agricole, en fait, s'est renfermé sur lui. Il fonctionne un peu en autarcie, de façon déconnectée du reste de la société, puisqu'il a son propre ministère, il a ses banques, il a ses assurances, il a ses conseillers, il a ses coopératives commerciales, mais il a aussi ses enseignants. Moi, il a fallu que je travaille dans le monde agricole pour réaliser que, en fait, quand vous faites un lycée agricole, vous avez un enseignant qui ne dépend pas du ministère de l'Éducation nationale, mais qui dépend du ministère de l'Agriculture. Donc il y a vraiment un fonctionnement en vase clos, et avec quand même des enjeux qui pèsent sur toute la population. C'est-à-dire que la politique agricole, ça ne devrait pas être que gérer une filière de production ou une autre filière de production. Ça a des impacts sur la qualité de l'eau, sur la biodiversité, sur notre environnement sanitaire, mais aussi sur notre santé physique, morale. L'alimentation, c'est au cœur de nos vies et on le voit aujourd'hui, on a un décrochage entre parfois ce qui est l'intérêt général de la population et l'intérêt particulier de certaines filières agricoles. Et quand on laisse dans les mains du ministère qui gère les intérêts particuliers de la filière agricole, les grandes décisions sur la politique alimentaire, eh ben on se retrouve dans des situations où parfois l'intérêt particulier l'emporte sur l'intérêt général. Et donc aujourd'hui, on a un peu un ministère tout-puissant sur les questions alimentaires et environnementales qui découlent du modèle agricole qu'on a choisi, avec des ministères qui autour rament pour se faire une place, que ce soit le ministère de la Santé ou le ministère de l'Environnement, qui n'ont pas dans leur portefeuille la compétence agricole et qui en fait peuvent juste mettre des rustines sur une politique sur laquelle ils n'ont pas la main. Donc il y a un peu une déconnexion qui allait dans les deux sens. L'urbain s'est éloigné de l'agriculteur rural, mais l'agriculteur s'est aussi renfermé sur lui-même. Et aujourd'hui, on l'a un peu entendu pendant la crise, on a de la colère des agriculteurs envers le consommateur, presque plus qu'envers tous les maillons de la chaîne alimentaire qui captent la valeur ajoutée du produit final. Finalement, l'agriculteur est plus en colère contre le consommateur final parce qu'il ne paye pas le juste prix de son alimentation et qu'il va préférer s'acheter un téléphone portable à la mode plutôt que de payer 30% plus cher ses produits alimentaires. Alors que la promesse de la politique agricole, c'était une alimentation de qualité accessible pour tous et qui fasse bien vivre les agriculteurs de leur métier. Et du coup, cette déconnexion et cette un peu incompréhension de ces deux univers, elle génère pour le monde agricole une perte de sens. C'est quand même une population qui a un métier énormément prenant en temps. Quand on regarde un peu les enquêtes d'opinion, c'est jamais un sujet que les agriculteurs mettent en avant comme quelque chose de négatif, le temps qui passe sur leur ferme, mais parce qu'il y a toujours eu l'importance derrière du projet collectif auquel ils participent, c'est-à-dire nourrir la population. Il y a une fierté très forte dans le fait de nourrir la population, et du coup qui va avec l'acceptation d'avoir un mode de vie très différent, de travailler avec des horaires décalés, de moins partir en vacances, de travailler plus le week-end, qui va quand même avec des avantages. Il ne faut pas non plus se leurrer, être à proximité, travailler à proximité de son lieu d'habitation, pouvoir moduler ses horaires comme on veut. Il ne faut pas oublier que l'agriculteur, c'est un chef d'entreprise. Donc il a aussi une forme de liberté qui est très importante dans les motivations qui sont citées par le monde agricole. Mais en tout cas, voilà, un peu cette perte de sens et cette déconnexion avec le citoyen, le consommateur et la population en général, qui peut générer de la souffrance et de la colère. Donc finalement, l'Europe, la bureaucratie, les normes environnementales, ça devient un peu le bouc émissaire pour une souffrance et une colère qui est bien plus large et bien plus protéiforme que juste le revenu agricole, qui évidemment reste un sujet, mais dont on voit quand même que ça a beaucoup évolué. Les 3-4 dernières années, même un peu plus, on va dire depuis 2018. Il y avait des statistiques en 2018 sur les chiffres de la pauvreté, avec des écarts de richesse très forts au sein du monde agricole, un taux d'agriculteurs au RSA plus élevé que le reste de la population, mais quand même, au fur et à mesure des années, un enrichissement. Et là, depuis 2018, les crises successives ont plutôt contribué à enrichir le monde agricole qu'à l'appauvrir. Et donc, c'est étonnant que ce soit maintenant
qu'éclate cette crise. Finalement, on dit qu'il n'y a pas de dépressif en temps de guerre. C'est presque un peu ça pour le monde agricole, comme s'il avait fallu que le revenu s'améliore pour que toute la colère et la souffrance intrinsèque à l'instabilité, à cette perte de sens, ressortent dans cette colère un peu qui s'est cristallisée dans la rue. Donc on a aussi dans peut-être ce mal-être et cette perte de sens de la population agricole, une forme de perte de fierté dans le métier et qui peut être liée à une déconnexion entre ce que portent les élites françaises et le monde agricole. Qu'elles soient de droite ou de gauche, les élites françaises ont ces dernières années un peu une obsession pour le progrès technique et technologique. Or, le monde agricole produit principalement des matières premières brutes, dont certaines sont destinées à l'export, comme le blé par exemple, et donc pas des matières avec une finesse technologique comme vous pouvez trouver dans l'industrie. Et on le voit un peu dans le discours du président de la République, qui est quand même l'héritier de la vision des politiques de ces 20 dernières années, quand il parle d'une nouvelle révolution agricole qui s'appuie sur un triptyque qui est génétique, robotique et informatique. Donc un triptyque très technologique et assez peu tourné finalement vers les enjeux de sécurité alimentaire des populations ou de qualité de vie et de revenus décents du monde agricole. Et donc, on ne peut pas dire qu'il y ait eu un fort intérêt de l'intelligentsia française pour les sujets agricoles, pour la stratégie agricole ces dernières années. Alors, le Covid et la guerre en Ukraine ont peut-être un peu changé ça, mais ce que les élites ont repris, c'est beaucoup le discours de l'agro-industrie dominante, c'est-à-dire ce discours autour de la souveraineté alimentaire, qui d'ailleurs fait complètement fi de l'enjeu de sécurité alimentaire, plus que vraiment s'emparer d'une vraie vision stratégique de quelle place l'alimentation et l'agriculture doivent avoir dans nos sociétés, quels services elle rend, quels impacts elle a et comment on les traite. On peut même dire que l'agriculture, en fait, c'est un passage obligé pour les politiques français, parce qu'il y a cet amour un peu déconnecté de la réalité que les Français ont pour la figure de l'agriculteur. Et on le voit bien dans l'importance que joue le salon de l'agriculture, que ce soit dans les débuts de mandat, les fins de mandat ou les candidats à venir. Mais il n'y a pas un vrai intérêt pour la chose agricole. Et ce mépris un peu de l'élite se ressent quand même sur la façon dont le monde agricole se sent pris en compte. Ce qui rajoute un peu à peut-être cette dépression en fait, du monde agricole qui génère cette souffrance et cette colère. Et le dernier point qui participe un peu de la création de cette colère, c'est que quand même, le secteur agricole, c'est un secteur en déclin. C'est une population en déclin, mais c'est aussi un secteur économique en déclin parce que finalement, la France a été une grande puissance agricole et elle n'est plus vraiment, elle a perdu sa position de leader sur les marchés européens, sur les marchés mondiaux. À l'exportation, elle est de plus en plus fragilisée économiquement, c'est-à-dire que l'excédent commercial de la France sur les questions agricoles et agro-industrielles reste positif, mais c'est un excédent qui est en réalité extrêmement fragile, qui repose uniquement sur les vins et les céréales, alors qu'à l'inverse, dans de nombreuses filières qui sont clés pour l'alimentation quotidienne des Français, comme les fruits et légumes ou la viande, on est déficitaire, on produit mais on importe énormément, ce qui crée aussi ce que les agriculteurs appellent cette distorsion de concurrence, l'impression qu'on est inondé par des produits étrangers, ce qui est partiellement vrai, ce qui est vrai sur certaines filières, mais qui révèle aussi des choix qui ont été faits par le passé. Aujourd'hui, on produit 2,5 fois plus de blé que les besoins de notre population nationale, donc principalement à des fins d'export. Et donc forcément, cette population qui est confrontée à une multitude de crises, mais notamment à la crise climatique, elle s'inscrit dans un secteur qui lui-même est déclinant. Donc c'est une population déclinante dans un secteur déclinant, avec des nouvelles attentes sociétales qu'il a du mal à accepter, comme la place des animaux dans notre alimentation, qu'il a du mal à dépasser, comme la place des produits phytosanitaires et des engrais de synthèse dans la production agricole. Et donc, on peut presque dire qu'en fait, les conditions sont réunies pour parler d'un burn-out du monde agricole, la perte de sens, la peur de l'avenir, une certaine forme de mépris des élites sur le monde agricole. Et je pense que c'est plus ça qui génère la crise et les mobilisations sans précédent qu'on a vues que finalement vraiment l'unique réflexion sur le revenu agricole.
Donc l'écriture du livre, elle a commencé avant les mobilisations agricoles qu'on a connues fin 2023 et début 2024. Mais au fur et à mesure de l'écriture, en fait, elle s'est vraiment inscrite dans cette dynamique de comprendre qu'est-ce qui se passait sur le terrain et qu'est-ce qui générait finalement cette colère des agriculteurs. Et donc, le livre donne aussi des clés pour comprendre le mal-être agricole actuel qui génère cette mobilisation un peu sans précédent qu'on retrouve en France, mais aussi dans toute l'Europe depuis plusieurs mois. Alors, ce qui a marqué un peu l'écriture du livre, c'est quand même le doute et la difficulté à avoir des solutions affirmées et franches sur la capacité ou notre capacité collective finalement à réconcilier tous les enjeux et impacts autour de cette question agricole, donc réconcilier les enjeux sociaux et sociétaux, réconcilier les enjeux écologiques avec quand même l'impératif économique de stabilité des filières et de production agricole et alimentaire. Donc il n'y a pas forcément de solution simple pour réconcilier ces différents impératifs. Mais il y a quand même des pistes qui se dessinent au fur et à mesure de la lecture et que moi j'ai aussi soulevées en écrivant en fait, en écrivant ces pages. La première chose, c'est qu'il y a quand même des pistes de réponse dans le monde de la recherche et aussi le monde de l'innovation sociale et sociétale, c'est-à-dire de ce qui se construit sur le terrain. D'abord, du côté de la recherche et des institutions, en 20 ans, on a vraiment changé de paradigme. C'est-à-dire qu'on est parti de l'idée qu'il fallait augmenter la production pour pouvoir nourrir plus d'êtres humains. C'est ce que dit la FAO à la fin des années 2000. Mais avec une approche qui finalement visait à ne remettre absolument pas en question les impacts négatifs du modèle de production agricole qui était celui de l'époque. C'est-à-dire d'accepter qu'on allait continuer avec quasiment un adulte sur deux en surpoids, avec un gaspillage alimentaire énorme tout au long de la production alimentaire. Et donc ça, petit à petit, il y a des équipes de chercheurs qui l'ont remis en question et qui ont produit des modèles finalement qui nous permettent de se projeter dans un autre système, pas que agricole, un autre système agricole, alimentaire et sociétal. C'est un peu la difficulté, c'est qu'il nous faudrait presque un choc aussi violent que celui de la Seconde Guerre mondiale pour arriver à faire la révolution culturelle et économique qu'il y a derrière le besoin de modification finalement du système de production agricole. Parce qu'il ne s'agit pas juste de changer de façon de produire, il s'agit aussi de changer de façon de consommer, de cuisiner, de s'alimenter et du coup presque un peu de façon de vivre. On sait l'importance du repas et de l'alimentation dans la tradition française. On est parmi les Européens qui passent le plus de temps à table. Donc c'est important pour nous, c'est un temps familial, c'est un temps social, c'est un temps amical. C'est pas juste se nourrir en fait, c'est aussi vivre et exister avec les autres. Donc d'abord, la recherche nous donne un peu des pistes avec ces scénarios qui en effet modélisent des changements de comportement alimentaire, c'est-à-dire qu'ils arrivent à dire on va pouvoir nourrir 9 milliards ou 10 milliards d'êtres humains sans produire plus. En fait, on est capable de le faire, on sait qu'on est capable de le faire, mais ça nécessite des changements de société importants. Ça nécessite de remettre en question la place de la viande dans notre alimentation, même si l'élevage, pour moi, est important dans cette transition écologique. On sait qu'on mange trop de viande, on mange trop de viande de mauvaise qualité. Donc, il y a un enjeu à réduire la place de la viande dans notre alimentation. Et ce n'est pas un petit enjeu parce que cuisiner de la viande, c'est aussi donner du goût facilement aux aliments, donc c'est gagner du temps. Et quand on a des enfants, par exemple, c'est plus facile de leur faire manger de la viande que de leur faire manger des légumes. Et je dis que ce n'est pas anodin parce que cette transition, elle nécessite d'être juste. Et pour qu'elle soit juste, il ne faut pas qu'elle pèse plus sur certaines populations. Et donc, un peu l'obligation de cuisiner plus, de réapprendre à cuisiner des légumes à la place de la viande, de prendre plus de temps pour cuisiner, c'est une obligation qui aujourd'hui va plus peser sur les femmes et sur les ménages précaires. Donc c'est une obligation et une contrainte qui est injuste. C'est en ça que ça demande vraiment des changements de société importants, d'être capable d'éduquer les enfants dès leur plus jeune âge, notamment les garçons, à cuisiner, à apprendre à cuisiner ses légumes. Aujourd'hui, on dit, pour la transition écologique, c'est très important de remettre en culture ce qu'on appelle les légumineuses. Donc les légumineuses, ça va être les pois chiches, par exemple, les petits pois, les lentilles. Et j'ai un peu pour habitude de dire que
moi, je ne suis pas capable de manger des lentilles, des pois chiches et des petits pois tous les jours. Je ne sais pas comment cuisiner des lentilles autrement qu'avec le petit salé aux lentilles, donc avec de la viande. Donc, je ne sais pas cuisiner des lentilles végétariennes pour qu'elles soient bonnes et que j'en mange 2 ou 3 fois par semaine. Donc, c'est un vrai enjeu culturel de changement en fait, de société, de réapprendre à cuisiner des produits qu'on ne sait pas cuisiner, qui vont être meilleurs pour notre santé, mais aussi en fait, pour la production agricole et pour notre environnement. Donc il y a des pistes dans la recherche, mais qui soulèvent des enjeux de société énormes, donc cet enjeu de la viande, et puis cet enjeu du gaspillage alimentaire, qui est devenu un peu un sujet des politiques publiques, mais qui n'est pas si facile à penser, puisque les politiques agricoles, elles ont été construites pour être en surproduction, en se disant qu'il fallait mieux produire plus. Et donc, c'est structurel, ce gaspillage alimentaire, que ce soit à l'échelle au moment où on produit, mais que ce soit tout au long de la chaîne jusqu'aux ménages français, finalement, qui jettent énormément. Donc, il y a un enjeu de modification culturelle qui est quand même très fort. C'est pour ça que je parle de choc, un peu comme celui de la Seconde Guerre mondiale. Je ne souhaite pas qu'il faille une guerre pour qu'on y arrive, mais c'est ce genre de changement de société dont on a besoin. On trouve aussi des pistes de solutions dans l'innovation qui émane du terrain. On sait malgré tout que le métier d'agriculteur, il n'est plus adapté aux enjeux d'aujourd'hui, à la façon dont les gens se projettent dans la place qu'ils donnent au travail, la place qu'ils donnent à la famille, la place qu'ils donnent aux loisirs. C'est pas pour rien si la population agricole décroît, c'est pas pour rien si les enfants, les fils et les filles d'agriculteurs ne reprennent souvent pas la ferme. Ils aspirent à avoir moins de temps de travail, moins de temps contraint, peut-être des revenus supplémentaires. Et en fait, l'agriculture est de moins en moins une agriculture familiale. Les conjoints travaillent de moins en moins sur la ferme et les enfants reprennent de moins en moins la ferme. Et il y a aussi des pistes de solutions dans ce qui se construit sur le terrain, dans un peu les innovations qui émergent de la société. On voit que ce ne sont pas les fils et filles d'agriculteurs et d'agricultrices qui s'installent, qui reprennent les fermes, notamment parce qu'il y a l'aspiration à avoir une vie meilleure, peut-être un travail moins contraignant, mais aussi de ne pas forcément faire le même métier toute sa vie. Quand on s'installe sur une ferme et qu'on s'endette pendant 25 ans, les perspectives de pouvoir changer de monde professionnel en cours de parcours, elles sont limitées. Et donc, il y a une nouvelle population qui, parfois, est une population issue du monde agricole, qui est partie exercer une autre activité, puis qui revient sur la ferme parentale, ou carrément une population qui n'a pas forcément de lien direct, qui ne vient pas d'une famille d'agriculteurs ou d'agricultrices, mais qui a fait des études d'agronomie ou qui s'intéresse à l'agronomie et qui revient à l'activité agricole, pas forcément pour toute sa carrière, peut-être pour 5 ans, peut-être pour 10 ans, peut-être pour plus, qui n'a pas envie d'avoir les risques et les contraintes de l'agriculteur, chef d'exploitation, à la fois seul décisionnaire, donc à cette liberté de pouvoir faire ce qu'il veut, mais aussi seul responsable à la fin des choix économiques qu'il prend. Et donc on voit émerger des nouvelles formes d'installation, des installations en collectif, où sur une ferme, au lieu d'avoir 1 ou 2 personnes, on va en avoir 8 ou 10, des gens qui vont créer des structures coopératives, qui vont devenir salariés de cette structure coopérative et donc qui ne vont pas avoir le statut officiel de chef d'exploitation et les droits qui vont avec, mais qui se lancent dans cette aventure agricole pour quelques années et pas tout seul surtout. Et donc je ne dis pas que ce statut va se généraliser et que tout le monde demain sera salarié de sa ferme, mais qu'il y a quand même de l'innovation sociale dans ces propositions qui émergent du terrain, qui pourraient être utilisées aussi par le monde agricole un peu plus classique pour réformer la vision qu'on a du statut de chef d'exploitation, réformer le rapport au travail, qui peut exister sur les fermes, réformer le rapport aux salariés agricoles aussi, puisqu'on a vraiment 2 populations qui se croisent. On a une population de chefs d'exploitation qui se réduit, et à l'inverse, on a une population de salariés, d'ouvriers agricoles qui augmente, avec quand même les écueils qu'on voit de respect du droit du travail quand l'employeur est unique. Quand vous avez une seule personne qui est votre employeur, il est souvent peu formé au droit du travail et aux enjeux sociaux. Donc voilà, vous avez ces 2 populations qui se croisent. Donc tous les agriculteurs ne vont pas devenir salariés demain, mais il y a sûrement une évolution du statut de chef d'entreprise agricole qui va arriver dans les années à venir et qui pourra s'inspirer de ce qui existe sur le terrain.
Et puis, on va dire le troisième champ peut-être d'innovation et de réflexion, c'est cette reconnexion entre le monde agricole et le reste de la société. C'est pas possible, ça n'est pas durable qu'il y ait une telle déconnexion entre les intérêts particuliers de la profession et l'intérêt général de la population, entre politique agricole, politique alimentaire, politique environnementale, politique de santé publique. Et je ne pense pas que ce soit durable d'avoir un ministère de l'Agriculture qui est quand même copiloté par la profession agricole, et pour cause, c'est la loi, je ne dénonce pas ça, c'est une réalité. La profession agricole co-gère les politiques publiques agricoles. Donc c'est comme si vous aviez une profession qui décide pour l'ensemble de la population de la politique de santé publique et de la politique alimentaire et de la politique sur la qualité de l'eau. Ça n'est pas durable en fait. On parle quand même de entre 400 et 500 000 personnes qui décident pour 70 millions de Français. Donc ça n'est pas possible, ça ne fait qu'aggraver cette déconnexion et cette incompréhension mutuelle. Et donc il va falloir réintroduire dans la prise en compte des décisions sur le monde agricole les enjeux de santé publique, les enjeux environnementaux, les enjeux d'éducation, les enjeux d'alimentation. Et pas mal de chercheurs ont écrit avant la réforme de la politique agricole commune de 2020 sur cet enjeu en fait que cette politique agricole soit une politique transversale qui prenne en compte les enjeux de sécurité alimentaire, le bien manger, déjà le manger pour tous parce qu'aujourd'hui on a 16% de la population en précarité alimentaire, mais le bien manger pour tous. Parce que l'alimentation, c'est aujourd'hui la principale cause de perte d'années de vie en bonne santé. Au point que des chercheurs américains considèrent qu'on pourrait perdre en longévité à cause de notre type d'alimentation. Donc c'est un enjeu de santé publique et un enjeu sociétal majeur. Et le premier levier, la politique agricole commune, c'est plus de 9 milliards d'euros distribués chaque année. C'est énorme en termes d'incitation. Et même si tout le monde essaye de ramer autour les agences de l'eau qui gèrent la qualité de l'eau, les collectivités qui gèrent l'alimentation, tout le monde essaye d'aller dans le bon sens. Mais si vous avez 9 milliards d'euros qui tirent tout le monde dans le mauvais sens, ça n'est pas possible. Il faut réconcilier tout ça, remettre tout ça en cohérence et donc mettre autour de la table l'ensemble des acteurs qui subissent en fait les politiques agricoles ou qui doivent les gérer et gérer les impacts de ces politiques agricoles. Ça ne peut pas juste être un entre-soi agricolo-agricole qui détermine toute la politique alimentaire française. Donc ça, c'est un énorme challenge et ça va demander aussi d'accepter de réformer des secteurs économiques entiers. Parce que si on dit les Français mangent trop de sucre, aujourd'hui la France exporte du sucre. On sait que le sucre est un problème de santé publique majeur. Si on dit les Français mangent trop de sucre et donc il faut moins inciter la consommation de sucre et donc la production de sucre et plus inciter la production et la consommation de légumes, eh ben, il va falloir accompagner le secteur de la betterave sucrière qui se concentre dans une ou deux régions. Donc ça veut dire accompagner des régions entières à se restructurer et à réfléchir à leur réorganisation agricole. Puis quand vous changez une production, c'est toute une filière que vous changez. Vous changez les outils qui collectent cette production, qui la stockent, qui la transforment, qui la commercialisent. Donc en fait, c'est une réflexion, c'est un changement de société à grande échelle et qui nécessiterait dès aujourd'hui de se poser ces questions et pas juste de se dire là, on a une filière viticole en crise et donc on va remettre 300 millions d'euros. Comme l'année d'avant, on avait déjà mis 200 millions d'euros. C'est pas possible, en fait. Et aujourd'hui, on voit que la colère agricole et les mobilisations qu'elle a engendrées génèrent plutôt un retour en arrière. C'est-à-dire que l'Europe avait quand même pris les devants pour réfléchir à quoi ressemble notre monde agricole et alimentaire demain. Et que là, il y a un vrai coup d'arrêt et coup de frein qui est donné suite aux mobilisations agricoles. C'est reculer pour mieux sauter. Les problèmes, ils sont toujours là, ils ne vont pas disparaître, ils vont devenir de plus en plus intolérables pour la société. Le monde de la santé va de plus en plus mettre en avant les risques d'obésité chez les enfants. Les agences de l'eau vont de plus en plus dire que c'est impossible de continuer à atteindre la qualité de l'eau en utilisant autant de phyto. Donc cette machine, elle est enclenchée et il n'y a aucune chance qu'on revienne en arrière et que ça devienne plus acceptable de boire une eau contaminée. Ça ne va jamais arriver. Donc il y a plutôt, je pense, un enjeu du monde agricole à se saisir de cette question-là, à faire des propositions
et à accepter de modifier son fonctionnement. Et ça va jusqu'à la gouvernance des chambres d'agriculture. Il y a plein d'acteurs qui proposent de transformer les chambres d'agriculture pour qu'elles deviennent des chambres de l'agriculture et de l'alimentation, qu'elles intègrent la société civile, qu'elles soient peut-être sous la tutelle de plusieurs ministères. Il y a des choses à inventer, mais des choses qui vont tellement contre l'intérêt de la profession et qui peuvent aussi faire peur, hein, parce que on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne, que c'est pour ça que je dis qu'il faudrait un choc aussi fort que celui de la Seconde Guerre mondiale. Donc peut-être que le réchauffement climatique va être un choc de cette ampleur-là. Peut-être que les grandes mobilisations citoyennes sur le partage de l'eau vont générer un choc de cette ampleur-là, hein. Notre-Dame-des-Landes a quand même été une mobilisation qui a marqué le monde politique. Ça s'est peut-être pas vu partout, mais ça a vraiment cristallisé une tension forte entre la société et le monde institutionnel et politique. Donc peut-être que les mobilisations sur l'eau vont générer ce choc-là. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, c'est plutôt parti pour se faire dans la violence, plutôt que dans la concertation et le dialogue. C'est pas très positif comme note de fin. Hein? Ah ouais, mais c'est complètement déprimant, non? J'avais pas du tout prévu de dire ça. On va tous se taper dessus. Ah mais non, mais c'est horrible. Ouais. Bah non, mais j'ai rien d'autre là. Ou alors je peux dire un truc sur la droite. Ça va être bizarre. On peut quand même se dire qu'il y a des acteurs politiques, y compris pas ceux qu'on attendait, qui ont réfléchi pour remettre du dialogue dans la toute-puissance institutionnelle. Je m'explique, c'est Nicolas Sarkozy qui augmente le temps de parole de l'opposition et les pouvoirs de l'opposition à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, on a un président de la Commission des finances qui est issu de la France insoumise. Il y a 15 ans, c'était pas possible. Et c'est ce genre de changement dont on a besoin, en fait. En travaillant pour l'agriculture biologique, moi, ce que je vois, c'est que la minorité, puisque ça ne fait que 10% des surfaces et 16% des agriculteurs, n'a aujourd'hui pas sa place pour exprimer sa vision de ce que l'agriculture pourrait être demain. Et pour lui faire cette place, il faut bien accepter que la minorité ait une forme de pouvoir à l'intérieur des institutions qui gouvernent aujourd'hui le monde agricole. Et c'est possible puisque ça s'est déjà fait. Comment on prend en compte l'avis des minorités dans un monde dominé par une majorité agricole chimique et qui a envie de produire plus. Et quand on aura fait cette place aux minorités, on va pouvoir aussi faire émerger un discours alternatif. Il y a des solutions, elles existent, elles sont testées sur le terrain. Est-ce qu'on est capable de les mettre en place à grande échelle? C'est pas sûr. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de ce dialogue entre ces solutions minoritaires et cette majorité qui n'a pas trop envie de changer. Mais si elle n'essaye pas de se confronter à ces solutions alternatives, à ces gens qui voient les choses différemment d'eux, elle ne risque pas d'arriver à trouver les solutions pour demain, pour continuer tout simplement à exister. Donc on peut voir de l'espoir dans les innovations de terrain, la recherche et l'innovation en matière de gouvernance. Si on réfléchit à modifier la façon dont se fabriquent les politiques agricoles et alimentaires, on peut faire bouger des lignes. Voilà, c'est un peu plus positif. Et tu veux finir par une note perso ou pas? Ah ouais, mais ça va pas plaire aux verts. Ils couperont au montage. Ok. Pour terminer, moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup inspirée, ou en tout cas qui est un moteur pour moi, c'est aussi la réconciliation entre le monde de la militance écologique et le monde des éleveurs. Finalement, les éleveurs, c'est quand même les parents pauvres du monde agricole, hein, on le voit. On l'a vu en fait pendant les mobilisations, dans tout le travail médiatique qui est ressorti. Ce sont ceux qui ont les plus faibles revenus parmi les filières agricoles. Ce sont ceux qui subissent le plus d'accidents du travail. Ce sont ceux pour qui la transmission de la ferme est aujourd'hui quasiment impossible. Ce sont ceux qui sont très remis en question par la société. Alors, ils utilisent moins de phyto, mais avec cette place de l'animal dans
dans notre alimentation quotidienne. Ils sont beaucoup bousculés en fait dans leur certitude. Donc finalement, ce sont un peu les laissés pour compte du monde agricole, les grands perdants quand même de la politique agricole commune. Et en même temps, dans un élevage un peu traditionnel, ils sont aussi une des solutions. Aujourd'hui, j'ai l'habitude de dire, on ne peut pas manger des légumes bio sans accepter de manger de la viande, pour une raison assez simple, qui est que quand on fait de l'agriculture sans engrais chimiques, on a besoin d'engrais naturels et que les déjections animales, c'est le premier engrais naturel, la première source d'azote en fait pour continuer à produire. Un agriculteur, c'est pas un jardinier, c'est pas quelqu'un qui produit pour son plaisir, c'est quelqu'un dont c'est le métier, donc il y a quand même besoin de produire des volumes. Et donc, s'il doit se passer de la chimie, il faut qu'il trouve d'autres solutions. Et c'est pour ça qu'en agroécologie, la ferme type, c'est une ferme de polyculture élevage, dans laquelle il y a des légumes, des céréales et des animaux. Et pour moi, l'animal, mais aussi parce que quand je suis arrivée dans mon travail, la présidente était éleveuse. Et donc, il y a aussi toute une philosophie autour du rapport de l'éleveur à l'animal. Quand on est urbain, on s'est aussi éloigné de ce rapport à l'animal. On s'est éloigné aussi de cette violence, c'est-à-dire, en effet, pour manger un animal, à un moment, il faut l'élever, donc on l'élève pour le manger, et puis il faut le tuer. Et donc ça, c'est quelque chose... on ne tue plus nos animaux. Il y a encore des gens qui vivent à la campagne, qui ont des grands-parents qui tuent eux-mêmes leurs bêtes, qui élèvent leurs bêtes et qui les tuent eux-mêmes. Et finalement, c'est quelque chose que moi, je trouve assez sain comme rapport à l'animal. Être capable de tuer l'animal qu'on va manger. Aujourd'hui, on n'est pas capable de faire ça. Personne dans la société urbaine est capable de faire ça. Et c'est un peu la dérive qu'a connue l'élevage industriel. On s'est tellement éloigné de cette violence et on l'a mis dans les mains d'autres, notamment les salariés des abattoirs, que cette violence, finalement, elle est devenue complètement intolérable. Elle a été déshumanisée. Quand vous vous éloignez, forcément, le système a tendance à s'emballer et à produire des choses qui sont plus acceptables. Donc voilà, pour moi, il y a un enjeu de reconnecter l'éleveur, l'élevage et l'animal à la société de demain et pas juste de considérer que l'élevage est devenu inacceptable et intolérable dans nos sociétés modernes. Et puis, alors moi j'habite dans le Morvan, donc c'est un territoire d'élevage. Et quand on questionne un peu les gens qui ne sont pas forcément agriculteurs, mais qui ont forcément leurs frères, leurs cousins qui sont agriculteurs, ils ont l'habitude de dire que ce sont les éleveurs qui ont entretenu les paysages, qui ont créé les bocages, voilà, les paysages qu'on connaît finalement. Et ils utilisent ce terme que moi j'avais du mal à comprendre, qui était s'il n'y a plus d'élevage, les paysages vont se refermer. C'est-à-dire la forêt va reprendre ses droits, il n'y aura plus de prairies, il n'y aura plus de haies. Après, on peut se dire que finalement, c'est le réensauvagement peut-être nécessaire ou qu'on attend, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, ça participe de la reconnexion, de réconcilier le monde de l'écologie avec le monde de l'élevage. Ouais.